Aberdeen, Maryland, 1973. Un colonel de l'armée américaine se tient au bord d'un terrain d'essai et regarde quelque chose qu'il n'a encore jamais vu. Une machine sans tourelle vient de tirer 3 obus en 7 secondes. Plus vite que n'importe quel char qu'il ait jamais évalué. Il ouvre son carnet. Il écrit un mot. Il referme le carnet sans le montrer à personne. Ce mot, personne ne l'a jamais publié. Mais ce qui s'est passé ce jour-là à Aberdeen a été consigné dans des rapports classifiés que les historiens ont mis 20 ans à obtenir. Et ce que ces rapports révèlent est simple, le char le plus étrange de la guerre froide venait de battre la doctrine américaine sur son propre terrain d'essai. Et l'Amérique allait quand même rentrer chez elle sans en commander un seul exemplaire. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir 15 ans en arrière. Il faut revenir à Stockholm, dans une salle de réunion où des officiers suédois regardent des chiffres qu'ils ne peuvent pas se permettre. Stockholm, 1953. Le comité d'état-major suédois examine les offres d'acquisition de chars étrangers. Sur la table, le Centurion britannique, les modèles américains disponibles à l'export, quelques propositions allemandes encore au stade préliminaire. Un officier de la commission pose sur la table la synthèse budgétaire. Le chiffre total est souligné 2 fois. La salle reste silencieuse plusieurs secondes. La Suède est un pays neutre depuis 140 ans. Elle ne peut pas acheter soviétique pour des raisons évidentes. Elle ne peut pas rejoindre le programme OTAN sans trahir sa neutralité officielle. Et elle ne peut tout simplement pas se permettre, au prix unitaire du marché, d'équiper ses brigades blindées avec des chars occidentaux de première ligne. Le Centurion coûte à cette époque une somme que le budget de défense suédois ne peut absorber qu'en quantités insuffisantes pour tenir un front. Un officier de la commission résume la situation dans une note interne en quelques mots, ils ont besoin d'un char, ils n'ont pas les moyens d'en acheter un, et personne autour de la table ne voit d'issue. C'est dans ce moment précis, dans cette impasse budgétaire et géopolitique, que naît l'idée la plus hérétique de toute l'histoire du char de combat. Sven Berge n'est pas un officier blindé. C'est un artilleur. Il a passé sa carrière à penser aux canons, aux trajectoires, au système de mise en batterie, pas aux tourelles, pas aux mécanismes de rotation, pas aux blindages latéraux. Et c'est exactement pour cette raison qu'il pose, lors d'une réunion de travail sur les alternatives d'équipement, une question que personne dans la salle n'avait pensé à formuler. La question est la suivante, pourquoi est-ce qu'une tourelle tourne? La réponse évidente est, pour orienter le canon vers la cible indépendamment de la direction du châssis. Berge le sait. Mais il pose ensuite la deuxième question, celle qui change tout, est-ce que cette indépendance est vraiment nécessaire, ou est-ce simplement la manière dont on a toujours fait les choses? Un char en mouvement sur un champ de bataille européen tire rarement avec précision. Les données de combat de la Seconde Guerre mondiale montrent que la grande majorité des engagements efficaces se font depuis des positions statiques ou quasi-statiques. La tourelle permet de tirer en mouvement mais ce tir en mouvement, dans la réalité des combats documentés, représente une fraction minoritaire des destructions confirmées. Berge ne prétend pas que la tourelle est inutile. Il prétend que pour un pays comme la Suède, avec sa géographie de forêts, de lacs et de fjords, avec sa doctrine défensive, avec ses contraintes budgétaires, la tourelle est peut-être un luxe que personne n'a encore eu le courage de remettre en question. Ce jour-là, la moitié des officiers présents pensent qu'il plaisante. L'autre moitié pense qu'il a tort mais ne sait pas exactement pourquoi. Berge développe son raisonnement sur plusieurs semaines, dans une série de notes techniques qui circulent d'abord discrètement, puis officiellement. Si le canon est fixé au châssis, la tourelle disparaît. Avec la tourelle disparaît une masse considérable, plusieurs tonnes selon les configurations. Sans cette masse, le châssis peut être beaucoup plus bas. Un char plus bas est une cible plus petite. Une cible plus petite est plus difficile à toucher et plus facile à dissimuler. En terrain boisé, dans des positions défensives préparées, un engin capable de s'enfoncer dans le relief jusqu'à ne laisser dépasser que son canon devient presque invisible. Et un char invisible qui tire vite est, selon Berge, plus efficace qu'un char visible doté d'une tourelle sophistiquée. Le problème est que cette logique ne fonctionne que si l'on accepte une contrainte radicale, pour viser, il faut orienter l'ensemble du véhicule. Le châssis devient l'affût. Et pour orienter le châssis avec la précision nécessaire au tir, il faut une suspension capable de modifier l'assiette du véhicule en temps réel et s'incliner vers l'avant pour pointer vers le bas, s'incliner vers l'arrière pour pointer vers le haut, pivoter sur ses chenilles pour l'orientation horizontale. Ce n'est pas une idée simple à réaliser. Les ingénieurs de Beaufort qui reçoivent le cahier des charges initiales répondent avec une question qui ressemble à celle des officiers, est-ce sérieux? La réponse du ministère de la Défense est oui.
Le projet reçoit une désignation officielle. Les études préliminaires commencent. Et c'est là que la première ironie de cette histoire apparaît. Le projet le plus révolutionnaire de la construction blindée de l'après-guerre n'est pas né d'une vision stratégique audacieuse, ni d'un programme de recherche ambitieux financé par une grande puissance. Il est né du fait que la Suède n'avait tout simplement pas assez d'argent pour faire comme tout le monde. La machine qui allait déconcerter les meilleurs ingénieurs américains, britanniques et allemands pendant 20 ans est le produit direct d'une contrainte budgétaire et d'un officier artilleur qui a posé une question que les tankistes considéraient comme réglée depuis la Seconde Guerre mondiale. Les premières maquettes grandeur nature sont présentées à la commission militaire suédoise au début des années 60. Les généraux font le tour de l'engin en silence. Il ressemble à un canon automoteur de la Seconde Guerre mondiale plus qu'à un char moderne. Un officier mesure la hauteur du profil, moins de 2 mètres. À titre de comparaison, le Centurion qu'ils n'ont pas pu acheter dépasse 2,70 m. La différence de silhouette est telle qu'un tireur adverse qui calibre son tir sur un Centurion manquera automatiquement le STRV-103 placé au même endroit. Personne ne rit cette fois. Mais personne n'est encore convaincu que ça peut réellement fonctionner. La question qui flotte dans la salle après chaque présentation est toujours la même, et elle est légitime: si l'on doit orienter tout le véhicule pour viser, combien de temps faut-il entre l'arrêt et le premier coup parti ? Et est-ce que ce temps est vraiment comparable à celui d'un char à tourelle qui peut viser pendant qu'il roule encore ? Cette question n'a pas de réponse théorique satisfaisante. Elle n'en aura une que le jour où quelqu'un montera dans la machine et appuiera sur la détente. Ce jour arrive. Et la réponse va surprendre tout le monde, y compris ceux qui ont conçu la machine. Et la machine sort des plans et entre dans le métal. Bofors reçoit le contrat de développement et commence à travailler sur ce qu'aucun ingénieur n'a jamais construit, un char dont le système de visée principal est la suspension. Ce détail mérite qu'on s'y arrête. Dans tous les chars de combat existants, la suspension absorbe les chocs et maintient le confort de marche. Elle est passive. Elle subit le terrain. Dans le STRV-103, la suspension fait autre chose, elle obéit. Un réseau de vérins hydrauliques et pneumatiques contrôle en temps réel l'inclinaison du châssis vers l'avant, vers l'arrière, et latéralement. Le canon, fixé rigidement à la caisse, pointe exactement là où la suspension le décide. Pour viser vers le haut, les vérins arrière se compriment et les vérins avant s'allongent. Pour viser vers le bas, l'inverse. Pour l'orientation horizontale, les chenilles pivotent avec une précision que les ingénieurs ont dû inventer une transmission entièrement nouvelle pour obtenir. Le premier prototype sort de l'atelier en 1961. Les techniciens qui le voient pour la première fois notent dans leur rapport une observation identique: l'engin ressemble à quelque chose qui aurait dû exister pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas à quelque chose de futuriste. La silhouette basse, le long canon fixe, l'absence totale de tourelle, tout cela évoque les chasseurs de chars allemands de 1943 plutôt qu'un programme blindé de pointe des années 60. Cette impression visuelle va suivre la machine pendant toute sa carrière et contribuer à ce que personne à l'extérieur de la Suède ne la prenne jamais tout à fait au sérieux. Les premiers essais de tir révèlent immédiatement le problème central que tous les sceptiques avaient anticipé: le temps de réaction. Un char à tourelle peut théoriquement commencer à viser pendant qu'il roule encore, puis affiner sa visée dans les dernières secondes avant l'arrêt. Le STRV-103 doit s'arrêter complètement, laisser la suspension se stabiliser, puis amorcer le cycle de visée. Les premiers chronométrages sont décevants. L'écart avec un Centurion en configuration de tir statique est mesurable et visible. Les ingénieurs de Bofors travaillent alors sur un problème que personne n'avait résolu avant eux: comment accélérer la stabilisation d'une suspension active après un arrêt brusque ? La réponse prend 2 ans et plusieurs générations de vérins. Mais quand elle arrive, elle change tout. Le système final stabilise l'assiette du véhicule en moins d'1 seconde après l'arrêt. Ce chiffre, quand il est mesuré pour la première fois sur le terrain d'essai de Kvarn, est aussitôt classifié. L'officier responsable des essais note dans son rapport interne que si ce résultat se confirme en conditions réelles, la question de la tourelle devra être reposée sérieusement. Elle se confirme. Ce qui sort des séries de tirs de 1963 à 1965 est un résultat que l'état-major suédois n'attendait pas dans ces délais. En position statique préparée, le STRV-103 atteint une cadence de tir pratique supérieure à celle du Centurion et comparable à celle des meilleurs chars occidentaux de l'époque. La raison est mécanique et simple. Le chargeur automatique du STRV-103 n'a pas besoin de compenser le mouvement d'une tourelle. Il opère dans un environnement rigide et prévisible. Il ne se bloque pas, ne ralentit pas, ne nécessite pas d'ajustement manuel entre les coups. 3 coups en 7 secondes devient une performance reproductible, pas un exploit isolé.
Mais le résultat qui sidère véritablement les techniciens est ailleurs. La machine dispose de 2 moteurs. Pas comme solution de secours, comme configuration de série, pensée dès la conception. Un moteur diesel Rolls-Royce K60 fournit la puissance de marche principale. Une turbine à gaz Boeing 502 complète le dispositif pour les démarrages par grand froid et les accélérations d'urgence. En 1966, quand cette information filtre dans les cercles techniques de l'OTAN, la réaction initiale est l'incrédulité. Un char de série avec une turbine à gaz intégrée comme élément standard du groupe motopropulseur, pas en expérimentation, pas en option, n'existe nulle part ailleurs. Les Américains y travaillent pour ce qui deviendra l'Abrams, mais ils n'y sont pas encore. Les Soviétiques expérimentent sur le TE-64, mais sans résultat stabilisé. La Suède, avec un budget de défense sans commune mesure avec celui des 2 superpuissances, a mis en production série une solution que les grandes puissances considèrent encore comme expérimentale. Le paradoxe de cette turbine est complet. Elle consomme beaucoup plus de carburant que le diesel en utilisation continue. Elle n'est donc pas une solution universelle. Mais pour un char conçu pour des hivers où les températures descendent régulièrement sous -20 degrés, la capacité de démarrer instantanément et de sortir d'une position de camouflage en quelques secondes vaut plus que l'économie de carburant. Les ingénieurs suédois ont résolu un problème suédois avec une solution suédoise et cette solution n'a aucun sens exportée vers un théâtre différent. C'est ici que la géographie devient le personnage principal de l'histoire. Le STR-V103 est, techniquement, un chef-d'œuvre d'adaptation à un environnement spécifique. La Suède est un pays de forêts denses, de lacs, de vallées étroites et de côtes découpées. Un envahisseur venant de l'Est, le scénario que l'état-major suédois modélise depuis les années 50 doit nécessairement canaliser ses colonnes blindées dans des axes de progression limités et prévisibles. Dans ces conditions, une machine capable de disparaître dans le relief, de tenir une position pendant des heures sans être détectée, puis de tirer vite et précisément avant de reculer, est potentiellement plus efficace qu'un char plus lourd, plus visible et plus polyvalent. Les équipages suédois développent pendant les années 60 et 70 une doctrine d'emploi fondée sur cette logique. La machine entre en marche arrière dans une position préparée entre les arbres. La suspension abaisse le nez du châssis. Le canon s'oriente vers le secteur de tir. Au-dessus du relief, il ne dépasse qu'1,80 m de hauteur totale contre 2,80 m pour un Léopard 1 de la même époque. Dans une position bien choisie en terrain boisé, l'engin devient quasi indétectable à moins de 300 mètres. Un mécanicien conducteur suédois qui a servi sur STR-V103 pendant 10 ans a décrit plus tard cette sensation dans un entretien accordé à une revue militaire suédoise, assis dans la machine en position de tir camouflé, avec le moteur coupé et la forêt autour, il avait le sentiment que la machine et le terrain ne faisaient plus qu'un. Puis il ajoutait que ce sentiment disparaissait complètement dès qu'il essayait d'imaginer utiliser cette machine ailleurs en plaine, en désert, en terrain découvert. Là, dit-il, la machine devenait une cible. Cette honnêteté résume tout ce que l'état-major suédois sait depuis le début et refuse d'admettre publiquement. Le STR-V103 est parfait pour une guerre précise, dans un pays précis, contre un ennemi qui viendrait d'une direction précise. Hors de ces paramètres, ses qualités deviennent des défauts. Et c'est exactement ce que les officiers britanniques et américains vont lui reprocher poliment, techniquement, et sans appel quand la Suède décidera de leur montrer ce que sa machine sait faire. Le terrain d'essai de Bovington, dans le Dorset, a vu passer tous les chars qui comptaient depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques y ont évalué le Sherman, le Pershing, le TE-34 capturé en Corée. Ils savent lire une machine. Quand la délégation suédoise arrive au début des années 70 avec son engin sans tourelle, les officiers du Royal Armour Corps qui l'accueillent sont polis, professionnels, et manifestement sceptiques. L'un d'eux pose la première question inscrite au protocole d'évaluation. Cette question est « Où est la tourelle ?» Ce n'est pas une plaisanterie. C'est une question sérieuse posée par un officier sérieux qui regarde un engin qu'il n'arrive pas à classer dans les catégories qu'il connaît. Le STR-V103 ne ressemble à rien de ce que Bovington a évalué depuis 1945. Il est trop bas, trop long, trop silencieux dans sa conception pour appartenir à la famille des chars de combat modernes. Les Britanniques ont le Chieftain lourd, haut, puissant, doté d'une tourelle imposante et d'un canon rayé de 120 mm. Ils ont confiance dans leur machine. Ils ont organisé ces essais comparatifs parce que le protocole l'exige, pas parce qu'ils cherchent une alternative. Les essais de tir commencent le lendemain matin. Le protocole prévoit des séries standardisées, tir depuis position statique préparée, tir depuis position improvisée, temps de réaction depuis l'arrêt jusqu'au premier coup parti, précision à différentes distances.
Les observateurs britanniques chronomètrent chaque séquence. Un officier est désigné pour noter les résultats dans un registre officiel contresigné par les deux délégations. Le Chieftain effectue ses séries en premier. Ces résultats sont conformes aux standards de l'époque, bons, documentés, attendus. Puis le STRV-103 prend position. Ce qui se passe ensuite est suffisamment précis pour figurer dans les archives militaires suédoises déclassifiées, en tir depuis position statique préparée, le STRV-103 produit une cadence supérieure à celle du Chieftain. L'écart n'est pas spectaculaire, mais il est mesurable, reproductible et consigné dans le registre par l'officier britannique lui-même. La précision est comparable. Le temps de stabilisation après arrêt est inférieur à ce que les observateurs avaient estimé possible pour un système sans tourelle. À la fin de la journée, le brigadier britannique responsable de l'évaluation réunit les deux délégations. Il reconnaît les résultats sans ambiguïté. Il dit aux Suédois, selon le compte-rendu suédois de cette réunion, que leur machine tire mieux qu'ils ne l'avaient prévu depuis une position fixe. Puis il ajoute la phrase qui résume toute la logique des acquisitions militaires en temps de paix: cette performance ne change pas la recommandation britannique, parce que le STRV-103 ne peut pas opérer dans les conditions que l'armée britannique doit planifier. Les conditions en question sont les plaines d'Allemagne du Nord, le théâtre central de l'OTAN, où une guerre contre le pacte de Varsovie devait se décider. Terrain ouvert, distance longue, mouvement permanent, flancs exposés. Exactement le théâtre pour lequel le STRV-103 n'a pas été conçu, et que ses créateurs n'ont jamais prétendu cibler. La Suède repart de Bovington avec ses résultats et sans contrat. 2 ans plus tard, la délégation traverse l'Atlantique. Aberdeen, Maryland, 1973. Le terrain d'essai que l'armée américaine utilise depuis la Première Guerre mondiale pour évaluer tout ce qui roule et tire. Les Américains sont en train de définir ce qui deviendra le programme XM1, le futur Abrams. Ils regardent tout ce qui existe. Ils regardent aussi, avec une curiosité plus académique que commerciale, ce que la Suède a produit. L'officier américain qui supervise les essais du STRV-103 à Aberdeen rédige un rapport dont des extraits ont été déclassifiés plusieurs décennies plus tard. Ce rapport note, avec la précision froide des documents militaires américains, que la cadence de tir pratique de l'engin suédois en position statique dépasse les prévisions initiales et se situe dans une fourchette compétitive avec les meilleurs chars occidentaux de l'époque. Il note également que l'engin est incapable de tirer avec précision en mouvement, ce qui constitue une limitation rédhibitoire pour la doctrine américaine de manœuvre blindée. Ce que le rapport ne dit pas, mais que les ingénieurs américains présents comprennent immédiatement, c'est que le chargeur automatique du STRV-103 fonctionne mieux que tout ce qu'ils ont développé jusqu'ici pour leur propre programme. Le mécanisme est simple, fiable, rapide. Il n'a pas les problèmes de blocage qui affectent les systèmes soviétiques, il n'a pas la complexité des prototypes américains en cours de test. Il fonctionne parce qu'il n'a pas à compenser le mouvement d'une tourelle. Un ingénieur de la commission américaine demande à la délégation suédoise de le laisser examiner le mécanisme en détail. Les Suédois acceptent sous réserve de confidentialité. L'examen dure 3 heures. L'ingénieur américain ressort et ne dit rien à personne dans l'immédiat. Dans le rapport final, le chargeur est mentionné en 2 lignes comme « solution technique intéressante ne correspondant pas aux besoins du programme américain ». L'Amérique rentre chez elle sans passer de commande. À ce stade de l'histoire, un schéma est établi. 2 des plus grandes puissances militaires occidentales ont testé la machine suédoise sur leur propre terrain, avec leur propre protocole et leur propre chronométreur. Les 2 ont obtenu des résultats qui validaient la performance technique du STRV-103 dans sa spécialité. Les 2 ont conclu que cette spécialité ne correspondait pas à leurs besoins. Et les 2 sont repartis sans commande. La réaction française à la même période mérite d'être notée, même brièvement. En 1966, l'année exacte où le STRV-103 entre en production série, la France met en service l'AMX-30. Les 2 chars ont le même âge. Mais ils incarnent 2 réponses opposées à la même contrainte: comment construire un char national quand on ne peut pas copier les Américains et qu'on ne veut pas copier les Allemands? La France choisit la vitesse et la légèreté, une tourelle, un canon, une philosophie de l'esquive. La Suède choisit l'invisibilité et la précision, pas de tourelle, pas de compromis, une philosophie de l'embuscade. Les 2 pays font le même pari sur leur indépendance industrielle. Ils le font dans des directions exactement opposées. Ce qui est ironique, c'est que ni l'AMX-30 ni le STRV-103 ne trouvent d'acheteurs durables hors de leur pays d'origine. L'indépendance a un prix. Ce prix, en termes d'exportation militaire, est souvent la compatibilité sacrifiée au profit de la cohérence nationale.
Pendant que les délégations rentrent de leur voyage sans contrat, quelque chose d'autre se prépare en Suède. Les régiments blindés reçoivent leur première livraison de série. Les équipages découvrent leurs machines. Et une question que personne n'avait encore formulée clairement commence à circuler dans les messes d'officiers: est-ce que cette machine qu'on a construite pour une guerre précise sera encore pertinente si cette guerre ne vient jamais? Cette question, en 1973, semble théorique. Elle ne le restera pas longtemps. Les forêts du Norland, hiver 1977, un sergent mécanicien conducteur engage son STRV 103 en marche arrière entre deux rangées d'épicéas. La température extérieure est de -23 degrés. Le moteur diesel seul ne suffit pas à démarrer dans ces conditions, c'est pour cela que la turbine Boeing existe. Elle démarre en quelques secondes, chauffe le système, puis le diesel prend le relais. L'ensemble de la séquence prend moins de temps qu'il n'en faut à un Léopard stationné au même moment en Allemagne pour atteindre sa température de fonctionnement normale. La suspension abaisse le nez du châssis. Le canon s'oriente vers le secteur de tir désigné. Le sergent vérifie son périscope de visée. Au-dessus de la ligne des arbres, il ne dépasse qu'1,80 m de hauteur totale. Dans la neige, contre les épicéas sombres, la machine disparaît visuellement à moins de 200 mètres. Le sergent coupe le moteur. Il attend. C'est cela, la doctrine STRV 103 dans sa forme aboutie. Pas la charge. Pas la manœuvre. L'attente. L'armée suédoise a développé pendant les années 70 un manuel d'emploi qui ne ressemble à aucun autre document blindé occidental de l'époque. Là où les manuels américains et allemands parlent de percée, d'exploitation, de vitesse de progression, le manuel suédois parle de position préparée, de secteur de tir calculé à l'avance, de rotation entre positions pour éviter la contre-batterie. Chaque compagnie blindée suédoise dispose de plusieurs positions numérotées dans son secteur de responsabilité. Les équipages les connaissent par cœur. Ils les ont répétés en été, sous la pluie, sous la neige. La guerre qu'ils préparent est une guerre de patience et de précision, pas de mouvement. Ce manuel est, techniquement, une œuvre cohérente. Il exploite exactement ce que le STRV 103 fait mieux que ses contemporains. Mais il repose sur une hypothèse que personne dans les états-majors suédois ne formule à voix haute, que l'ennemi viendra, qu'il viendra par les axes prévus, et qu'il se présentera dans les secteurs de tir que les équipages ont mémorisés. L'ennemi en question est l'Union soviétique. Et pendant toute la guerre froide, les planificateurs suédois modélisent un scénario précis, une offensive soviétique vers l'ouest qui transiterait par la Finlande ou la Norvège avant d'atteindre le territoire suédois, cherchant à contrôler les côtes baltiques et à couper les lignes de communication de l'OTAN en Scandinavie. Dans ce scénario, les colonnes blindées soviétiques arrivent canalisées par la géographie forêt, vallée, route limitée. Exactement là où le STRV 103 les attend. Ce scénario est plausible. Il est documenté dans les archives de planification militaire suédoise déclassifiées depuis les années 2000. Il n'est pas fantaisiste. Mais il est aussi le seul scénario pour lequel le STRV 103 est véritablement optimisé. Et pendant 20 ans, chaque exercice, chaque entraînement, chaque révision doctrinale part de cette hypothèse sans jamais la remettre en question sérieusement. La machine attend une guerre précise. La guerre précise n'arrive pas. Ce qui arrive à la place, tout au long des années 70 et 80, c'est une série de crises qui se déroulent tout ailleurs. L'Afghanistan soviétique, à partir de 1979, mobilise les analystes suédois qui observent comment les blindés soviétiques se comportent dans un terrain auquel ils ne sont pas adaptés. Les conclusions sont notées. Elles ne changent pas la doctrine. Les Falklands en 1982 montrent ce qu'un conflit amphibie dans un terrain difficile impose aux blindés. Les conclusions sont notées. Elles ne changent pas la doctrine. Pendant ce temps, les équipages suédois continuent leurs exercices dans les forêts du Norland. Ils deviennent excellents dans ce qu'ils font. Des évaluations internes suédoises des années 80, partiellement déclassifiées, indiquent que les temps de réaction des équipages sur STRV 103 en position préparée sont parmi les meilleurs mesurés dans les armées occidentales pour ce type de mission spécifique. Les sergents mécaniciens conducteurs atteignent une précision de tir depuis position fixe que les instructeurs qualifient de remarquable. La machine et ses équipages forment un système optimisé, entraîné, prêt. Prêt pour une guerre qui prend une forme de plus en plus improbable. Car pendant les années 80, quelque chose change dans les états-majors suédois, pas dans les régiments, pas dans les manuels, mais dans les conversations privées entre officiers supérieurs. Les évaluations de menaces commencent à intégrer des variables que le scénario original n'avait pas prévues. Les missiles anti-chars portables prolifèrent dans toutes les armées.
Les hélicoptères de combat soviétiques Mi-24 posent un problème nouveau, une attaque héliportée sur les positions préparées suédoises ne viendrait pas des axes que le STRV-103 surveille, elle viendrait d'en haut. La suspension hydropneumatique permet des ajustements de quelques degrés en élévation, pas suffisamment pour engager un hélicoptère. La machine a une réponse à tout ce qui arrive au niveau du sol. Elle n'a pas de réponse à ce qui arrive du ciel. Ce problème est connu. Il est documenté dans des notes internes dès le milieu des années 70. La solution envisagée est une intégration avec des unités de défense antiaérienne positionnées à proximité des positions blindées. Sur le papier, le système fonctionne. Dans la réalité des exercices où les unités antiaériennes arrivent en retard, ou ne sont pas disponibles, ou couvrent un autre secteur, le STRV-103 reste seul face à une menace pour laquelle il n'a aucune réponse organique. Puis vient novembre 1989. Le mur de Berlin tombe un jeudi soir. Les images arrivent dans les casernes suédoises comme partout ailleurs à la télévision, dans les messes, sur les postes radio des véhicules de commandement. Dans un régiment blindé du centre de la Suède dont les archives ont été partiellement consultées par des historiens militaires suédois, un officier de permanence note dans le journal de bord de la nuit du 9 au 10 novembre 1989 une entrée brève, nouvelle de Berlin, situation à surveiller. Le lendemain matin, le programme d'entraînement prévu n'est pas modifié. Les exercices continuent. La doctrine ne change pas. Les STRV-103 restent dans leur hangar entre les exercices, entretenus, vérifiés, prêts. Mais la menace pour laquelle ils ont été construits est en train de se dissoudre, lentement, sur les écrans de télévision européens. Il faut comprendre ce que représente ce moment pour une armée qui a organisé 30 ans de planification autour d'un scénario unique. La chute du mur ne résout pas immédiatement la question de la sécurité suédoise, les analystes le savent, l'incertitude reste réelle pendant plusieurs années. Mais elle retire la certitude sur laquelle tout reposait, que l'ennemi était connu, que ses axes d'approche étaient modélisés, que les positions préparées dans les forêts du Norland avaient un sens opérationnel précis. Sans cette certitude, le STRV-103 est toujours une machine remarquable. Mais une machine remarquable pour une guerre dont personne ne peut plus dire avec confiance qu'elle ressemblera à ce que les manuels décrivent. Dans les états-majors suédois du début des années 90, une question commence à circuler que personne ne posait ouvertement 10 ans plus tôt, si la menace change de forme, si la prochaine guerre suédoise, si guerre il y a, ressemble moins aux forêts du Norland et plus aux Balkans, au Golfe, aux opérations multinationales avec des alliés qui roulent sur Léopard et sur Abrams, qu'est-ce qu'on fait d'une machine que personne d'autre ne connaît, que personne d'autre n'a achetée, et dont les pièces de rechange ne sont compatibles avec aucun système logistique commun? Cette question n'a pas de bonne réponse. Elle en a une seule, et elle est douloureuse. Stockholm, 1994. Un général de la Försvarsmakten pose sur la table de réunion 3 dossiers. Chacun contient une offre, le Leclerc français, le M1 Abrams américain, le Léopard 2 allemand. Les trois ont une tourelle. Personne dans la salle ne fait de commentaires sur ce point. Il y a 10 ans, ce silence aurait été impensable. Le processus qui a conduit à cette table a duré 3 ans. Après la chute du mur, l'état-major suédois a commandé une série d'évaluations internes sur la pertinence du parc blindé existant face aux nouvelles formes de menaces. Les conclusions, rendues entre 1991 et 1993, sont convergentes sur un point central, le STRV-103 est irremplaçable dans le scénario défensif territorial pour lequel il a été conçu. Et ce scénario n'est plus le scénario prioritaire. Ce renversement mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il est plus radical qu'il n'y paraît. Pendant 30 ans, la Suède a construit sa défense autour d'un principe simple, elle ne participe pas aux opérations extérieures, elle défend son territoire, elle attend l'ennemi dans ses forêts. Ce principe a justifié le STRV-103. Il a justifié la doctrine d'embuscade. Il a justifié le refus d'acheter des chars compatibles avec les standards OTAN. Dans les années 90, ce principe ne disparaît pas formellement, la Suède est toujours neutre, toujours non alignée. Mais les opérations de maintien de la paix auxquelles Stockholm commence à participer, les coopérations militaires qui se multiplient avec les pays nordiques membres de l'OTAN, les exercices communs qui deviennent plus fréquents, tout cela crée une pression nouvelle. Une pression logistique, d'abord. Quand un bataillon suédois opère aux côtés de Norvégiens sur Léopard et de Danois sur Léopard, la question des pièces de rechange, du carburant, de la formation croisée des mécaniciens n'est pas abstraite. Elle se pose concrètement, à chaque exercice conjoint, sous la forme d'incompatibilité que les officiers notent dans leur rapport de retour d'expérience. Le STRV-103 est une île. Une île excellente, mais une île.
L'évaluation comparative des 3 candidats prend une année. Le Leclerc est techniquement remarquable, les officiers suédois qui l'examinent le reconnaissent sans réserve. Mais il est cher, sa logistique est complexe, et la France n'offre pas de conditions de transfert technologique jugées satisfaisantes. L'Abrams est puissant, éprouvé en combat réel depuis le Golfe en 1991, c'est le premier char de la liste qui ait tué d'autres chars en situation réelle depuis des décennies. Mais sa turbine à gaz consomme à un rythme que la logistique suédoise ne peut pas absorber facilement, et son poids dépasse 60 tonnes, ce qui pose des problèmes réels sur les ponts et routes suédoises conçus pour des charges inférieures. Reste le Léopard 2. Ce qui rend la décision finale particulièrement ironique est une question de circonstances historiques. La réunification allemande de 1990 a laissé la Bundeswehr avec un parc blindé surdimensionné et des centaines de Léopard 2 à 4 issus des forces de l'ancienne Allemagne de l'Ouest, désormais en excédent dans un contexte stratégique transformé. L'Allemagne cherche à céder ses machines à des conditions avantageuses pour réduire ses coûts de stockage et entretenir ses relations avec des partenaires potentiels. La Suède arrive au bon moment. Le prix négocié pour les Léopard 2 à 4 suédois est très inférieur au coût de production d'un char neuf équivalent. La nation qui a refusé pendant 30 ans d'acheter des chars étrangers parce qu'elle n'avait pas les moyens finit par acheter des chars étrangers parce qu'ils sont soldés. La décision est annoncée en 1994. La Suède acquiert des Léopard 2 à 4, qu'elle modifiera et désignera STRV 121, puis développera en version améliorée sous la désignation STRV 122. La ligne de production nationale qui avait construit le STRV 103 chez Bofors ne sera pas mobilisée pour ce programme. Les modifications et améliorations sont effectuées en coopération avec des partenaires allemands. La rupture est complète. Dans les régiments qui reçoivent les premiers Léopards, les réactions des équipages vétérans du STRV 103 sont documentées dans plusieurs entretiens accordés à des publications militaires suédoises dans les années qui suivent. Un mécanicien conducteur ayant passé 12 ans sur STRV 103 décrit sa première session de conduite sur Léopard avec une précision qui dit tout, il monte dans la machine, cherche instinctivement son périscope de visée devant lui, le périscope qui n'existe pas sur le Léopard parce que sur le Léopard, le conducteur conduit et le tireur vise, ce sont deux personnes différentes avec deux postes différents. Il cherche un périscope qui n'est pas là. Il lui faudra plusieurs semaines pour désapprendre ce réflexe. Ce réflexe résume 30 ans d'une philosophie militaire entière. Les derniers STRV 103 sont officiellement retirés du service actif en 1997. La cérémonie de retrait, sobre et sans grande couverture médiatique, se déroule dans un régiment blindé du centre de la Suède. Les machines sont inspectées une dernière fois, leur système vérifié, leurs documents techniques archivés. Certaines partent vers des musées militaires. D'autres sont utilisées comme cible d'entraînement. Une poignée est conservée dans des conditions de stockage permettant théoriquement une remise en service ou une précaution que les officiers responsables du retrait mentionnent dans leur rapport sans y croire vraiment. Ce qui se passe en 1997 en Suède ne se limite pas au retrait d'une machine. Cette année-là, la Suède intensifie sa participation au programme OTAN de partenariat pour la paix, le cadre de coopération militaire que l'Alliance a créé en 1994 pour associer des pays non membres à ces structures sans les intégrer formellement. Des officiers suédois participent à des exercices planifiés selon des doctrines OTAN. Des unités suédoises s'entraînent à opérer dans des structures de commandement conçues par et pour l'Alliance. La neutralité suédoise est toujours officiellement intacte. Mais ses contours pratiques changent, progressivement, exercice après exercice. La machine construite pour garantir que la Suède n'aurait jamais besoin de personne disparaît au moment précis où la Suède commence à décider qu'elle a peut-être besoin de quelqu'un. L'histoire du STRV 103 s'arrête là, en 1997, dans cette cérémonie discrète. Mais elle laisse ouverte une question que personne dans les états-majors suédois ne formule publiquement à l'époque, et qui prend une résonance particulière 25 ans plus tard, quand la Suède décide finalement de rejoindre l'OTAN formellement en 2024, est-ce que Sven Berge avait raison ? Non pas sur la tourelle. Sur la question fondamentale qui se cachait derrière la tourelle, celle de l'indépendance. Est-ce qu'un pays de la taille de la Suède peut durablement maintenir une défense entièrement souveraine, conçue pour son territoire, incompatible avec ses voisins, et tenir cette position face à un monde qui s'organise en bloc et en standards communs ? Le STRV 103 a répondu techniquement oui pendant 30 ans. L'histoire a répondu politiquement non. Et la question reste entière, si la Suède avait gardé sa machine, gardé sa doctrine, gardé sa neutralité, et qu'est-ce qui se serait passé en février 2022, quand les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne et que Stockholm a compris en 48 heures que la guerre en Europe n'était plus un scénario de planification ? Si cette histoire vous a intéressé,
likez cette vidéo, cela nous aide plus que vous ne le pensez à continuer ce travail. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, un pays de la taille de la Suède peut-il encore aujourd'hui se permettre une défense entièrement indépendante, ou la souveraineté militaire est-elle définitivement réservée aux grandes puissances? Abonnez-vous si vous voulez la suite chaque semaine, une machine, une histoire, quelque chose que vous ne saviez pas. La prochaine fois, un char construit pour protéger ses soldats mieux que toute autre machine au monde dès la guerre de 2006 qui a failli prouver que ce n'était pas suffisant.